Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous commencerons notre session dans 2 minutes, le temps de, le temps pour les retardataires de nous rejoindre. Merci. Rebonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire. Je suis Kate Assi, assistante manager marketing à MSC Francophone. Je serai en charge de modérer la session d'aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Rocky Abdul-Miliginta, consultant à MSC. Nous sommes aussi ravis d'accueillir Renate Kissila pour enrichir notre échange. Avec 13 ans d'expérience dans le domaine de la microfinance, la finance inclusive et le support marketing, Renate est Marketing Sales Support Publicity et formatrice au sein de Finca RDC. Elle assure la coordination de toutes les activités liées à la promotion de la marque, la publicité, la vente de produits et à l'inclusion financière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, encore un petit peu de patience, permettez-moi pour ceux qui ne nous connaîtraient pas de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les startups à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels. Nous aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain. Ces travaux sont véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Hors période COVID, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques à Dakar, Abidjan et Lomé. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais.
Pour faire face à la situation, nous avons déployé et continuons de le faire notre offre de formation en ligne. Plus récemment, nous avons lancé le Hub de la finance digitale, un site web 100% francophone, 100% collaboratif. Ce site offre du contenu diversifié, articles, podcasts, infographies, vidéos, matériel de formation, mais aussi un calendrier d'événements à ne pas rater, ainsi qu'une toute récente session dédiée à l'écosystème des startups tech. Cette plateforme est là pour vous. N'hésitez pas à vous y inscrire, à y contribuer. C'est entièrement gratuit et c'est comme cela que l'on espère que l'on aura ensemble un plus gros impact. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Rocky, à toi. Merci beaucoup, Kate, pour cette introduction. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Je suis Rocky Abdul, consultant à Microsoft Consulting. Alors, le premier mardi du mois d'octobre de chaque année, comme aujourd'hui, le 6 octobre, les professionnels de l'expérience client célèbrent la journée de satisfaction et de l'expérience client. C'est une journée de réflexion et de célébration pour les institutions, le personnel, mais aussi une opportunité de partage des expériences des clients. Alors, pour nous, aujourd'hui, nous allons passer 1 heure à parler autour de la centralité du client. Et comme agenda aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la définition de la centralité du client, de la gestion des relations clients, la conception de produits centrés clients, la mise en place d'une culture client. Nous aurons aussi un entretien avec Madame Renate, qui est chargée de marketing sales support à Finca RDC. Et nous aurons une séance à la fin de questions-réponses où nous allons donner plus de détails sur certaines thématiques. Alors, sans plus tarder, entrons dans les vifs du sujet. Alors, commençons tout d'abord à définir la centralité. Alors, avant d'être une approche ou un style de vie, la centralité du client est une stratégie commerciale qui consiste à mettre les clients au centre de tout, dans le but de le comprendre, mieux les servir ou les garder le plus longtemps possible. Alors, être centré client, c'est prendre des décisions en évaluant systématiquement leurs impacts sur les clients. Alors, une organisation centrée client doit prioriser les efforts qui éliminent les points de douleur pour les clients. Il doit considérer son impact sur les clients et il doit avoir de vrais leaders pour que cela soit ressenti de l'extérieur. Alors, de cette définition, il en sort que la centralité du client regroupe 3 grandes composantes: l'expérience client, les cycles de vie du client et la valeur du client. Et donc, si le client est au centre de l'activité, et si on combine cette connaissance avec la gestion des relations clients, avec les données que nous avons, c'est sûr que le client sera satisfait. Alors, parlons beaucoup plus en détail de ces 3 dimensions. Commençons par l'expérience client. Alors, l'expérience client regroupe l'ensemble de la perception, des émotions, bref, tout le ressenti cumulé par le client, soit avec ses contacts avec l'institution financière, soit par ses employés, les produits, les agences, les sites internet, les applications, les campagnes marketing. Mais nous devons aussi comprendre que l'expérience client va au-delà de la simple relation client. Pourquoi? Parce que l'expérience client permet de gérer des moments de vie du client qui vont au-delà de la simple dite relation. Elle prend aussi en compte la vision du client dans le long terme. Donc, toute institution, normalement, doit mettre en place une bonne stratégie de gestion de l'expérience client. C'est pourquoi certaines institutions actuellement parlent de l'enterprise feedback management ou soit voice of customer, juste pour donner beaucoup plus d'expérience aux clients.
La deuxième et la troisième composante, c'est le cycle de vie du client et la valeur du client. Parlons du cycle de vie du client. Le cycle de vie du client désigne les différents stades de l'évolution de la relation entre les clients et une quelconque institution, et ici plus précisément des institutions financières. Alors, dans ces cadres, nous avons les différents stades de relation avec les clients, des phases qui sont différentes, des événements, des cycles de vie qui peuvent être soit l'état de prospect, où nous sommes dans une phase de conquête de la clientèle. Nous avons l'entrée en relation où les clients ouvrent un compte, ou soit ils visitent l'application, ou soit ils visitent l'agence physique. Et on peut avoir aussi le premier dépôt ou la première demande de crédit. Là, nous sommes dans une phase de développement qui est une phase intermédiaire entre la phase de conquête et la phase de fidélisation. Alors, après cela, nous avons une phase de relation continue où soit les clients commencent à faire des dépôts répétitifs ou soit des cycles de crédit répétés. Alors là, nous sommes dans une phase de fidélisation. Après cela, pour certains clients, nous avons une phase de récession, une phase beaucoup plus où on voit que les transactions ou les opérations commencent à diminuer dans l'institution. Et à ce niveau, on peut parler d'une stratégie de relance. Et après, vraiment, si les clients n'est plus beaucoup plus actif, on parle de la phase d'inactivité ou la phase d'abandon. Et c'est là pour certaines institutions, maintenant, on parle de comptes qui sont dormants ou de comptes qui sont inactifs. Alors, ainsi, pour des institutions, les messages et les offres peuvent varier en fonction d'un cycle de vie du client. Ainsi, dans le cadre d'une politique, par exemple, marketing, les approches peuvent être différentes pour une étape de conquête qu'une étape de fidélisation. La troisième composante est celle de la valeur du client. C'est celle qui représente, en fait, les profits, l'ensemble de profits réalisés par une institution grâce à sa relation avec les clients. Alors, la valeur de vie normalement d'un client est élaborée sur la base de la durée de vie moyenne et du coût de consommation. Ainsi, elle permet normalement de calculer le coût d'acquisition d'un client et valoriser aussi ses interactions avec l'institution. Ainsi, de manière beaucoup plus brève, la valeur de vie d'un client est la différence entre le total des revenus tirés du client avec le coût total pour servir ou pour gagner les clients. Alors, si on couple le cycle de vie du client à la valeur du client et avec les autres indicateurs internes, cela permet à une institution une bonne prise de décision stratégique, soit sur les efforts financiers à fournir selon les cycles de vie, soit déterminer les stades exacts du point mort où les profits tirés sur les clients nous permettent de couvrir toutes les charges engagées pour servir les clients, ou soit pour déterminer la période de rentabilité d'un client au sein d'une institution. Alors, après ces définitions, il est important de savoir le mobile, pourquoi il est important de parler de la centralité du client. Ici, nous partageons certains chiffres qui poussent à parler de la centralité du client. Alors, ce sont des chiffres partagés par une institution française, le Smart Tribune, qui a réalisé une étude en 2019 sur les clients des différentes institutions dans le monde et dont les résultats ont été partagés cette année. Alors, il a été observé que 33% de personnes pensent que les salariés ne sont pas assez formés à la relation client. 38% de personnes déclarent avoir connu une expérience de service client médiocre sur tout type de canaux confondus. 72% de personnes réclament un service de client plus efficace. 78% des clients pensent que la qualité du service client est un facteur décisif à l'achat ou adoption d'un produit. Et enfin, selon les rapports de la BCAO, sur les 37 millions de comptes ouverts en 2018 dans la zone UEMOA, pour les sociétés émettrices de monnaie électronique, 52% sont des comptes inactifs ou des comptes dormants.
Et comme dans les institutions aussi financières, le nombre de comptes bancaires aux environs de 12 millions ouverts. Et donc, la tendance n'est pas vraiment différente de celle des émettrices de monnaie électronique. Alors, au vu des différentes études en fait, consultées, nous pouvons affirmer que la réussite des institutions devra miser sur la satisfaction des clients. Parce que cette satisfaction devra toucher non pas seulement les anciens, mais aussi les potentiels clients ou les prospects. Alors, pourquoi est-ce que la satisfaction des clients est importante? Alors, si toutes les trois composantes de la centralité sont déjà en œuvre et maximisées, normalement, le client doit tirer profit maximum de cette relation. Or, c'est ce profit-là qui conduit vers la satisfaction. Autrement dit, la satisfaction des clients est très importante. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est très importante? Première raison, elle augmente la durée de vie des clients. Elle constitue un indicateur de gestion du chiffre d'affaires futur. Elle réduit sensiblement et la sensibilité du prix, réduit l'attraction à la concurrence, réduit trois types de coûts, les coûts à l'attraction de nouveaux clients, les coûts d'exploitation et les coûts des transactions futures. Et enfin, elle renforce la réputation. Alors, nous remarquons ici qu'il y a vraiment de bonnes raisons de parler de la place du client. Alors, pour que le client soit satisfait, normalement, sans pour autant être exhaustif, il y a deux conditions. Soit une bonne gestion des relations clients et une conception de produits centrée sur leurs besoins. Alors, parlons de ces deux éléments, la gestion des relations clients et la conception de produits centrés sur les clients. Commençons d'abord par la gestion des relations clients. Alors, une bonne gestion des relations clients nous permet de récolter de grandes quantités de données, des données vraiment qui sont hétérogènes, des données qui sont désordonnées, des données vraiment de toute catégorie, que nous appelons ici les big data. Ces données, il faut les transformer en des données beaucoup plus interprétables, que nous appelons ici des smart data, au travers, avec ces données qui sont déjà interprétables, on peut avoir maintenant des données qui ont du sens. Et ces données sont transformées grâce à des systèmes d'analyse prédictive pour une prise de décision stratégique au sein d'une institution. Alors, comment digitaliser les relations clients? Alors, la digitalisation des relations clients implique les déploiements des solutions et de méthodes adéquates et en cohérence avec l'institution. Alors, par notre expertise en tant que cabinet, nous, Microsoft Consulting, nous aidons les institutions financières à initier cette relation digitale. Alors, cette relation digitale passe tout d'abord par l'analyse de l'environnement digital et les problématiques qui sont associées. La deuxième étape est l'identification des canaux utilisés ou souhaités par les clients. La troisième étape est celle de collecte maintenant et le traitement de ces informations. La détermination ou la définition d'une stratégie digitale et enfin la fixation des KPIs pour mesurer la satisfaction de ces outils. Alors, voici un peu une illustration des différents canaux d'interaction entre les clients et les institutions financières. Nous pouvons noter d'abord que ces canaux se diffèrent d'un pays à un autre, d'une institution à une autre, et ils ont tellement évolué dans les temps. Alors, ces canaux sont passés tout d'abord des agences physiques et actuellement à des applications mobiles passant par des distributeurs automatiques de billets. Alors, auparavant, pour toute transaction, par exemple, les clients étaient tenus de se diriger dans les banques. Donc, vraiment, la présence physique, c'est diriger, faire les files d'attente dans les institutions financières pour opérer des transactions. Mais aujourd'hui, même sur son canapé, toutes les opérations peuvent être déroulées comme si les clients étaient dans une agence.
Parlons de la conception de produits centrés sur les clients. Alors, pour gérer les relations clients, bien les gérer, bien les entretenir, c'est une chose. Mais prendre en compte les besoins des clients en est une autre. Alors, en ce qui concerne la conception des produits centrés sur les clients, ici, nous pouvons dire qu'au-delà des actions marketing, de tout ce qui peut être mis en place comme les systèmes de gestion des relations clients, les CRM, comprendre les besoins des clients, leurs émotions, leurs comportements et leurs ressentis aident à développer des produits durables et qui répondent exactement à leurs besoins. Alors, nous savons qu'il existe actuellement plusieurs approches des design thinking qui sont utilisées pour concevoir les produits centrés sur les clients. Mais nous, à Microserve Consulting, nous avons notre méthode à nous, le MI4ID, le Market Insight for Innovation and Design. C'est une approche beaucoup plus socio-comportementale, adaptable et exclusive à Microserve Consulting. Une approche qui place l'empathie au centre de recherche pour idéaliser, concevoir et tester les MVP ou les prototypes. C'est une approche qui améliore l'expérience client grâce à l'approche créative et axée sur les marchés. Alors, brièvement, c'est une approche en style itératif sous 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui de découvrir. Ici, on découvre les clients et on identifie ses problèmes. La deuxième étape, c'est d'envisager les stratégies et les solutions possibles. Ici, on fait la cartographie du parcours client et on étudie le goulot d'étranglement, le problème du client, et on conçoit un MVP qui est le Minimum Viable Product autour même du client. Et le troisième pilier est celui de construire maintenant avec des étapes, des essais, analyse du prototype. Alors, cette approche des MI4ID est devenue beaucoup plus un style de vie qu'une approche. Parce que nous l'utilisons dans tout projet où il y a la présence des clients, dans tout projet où il y a la présence de produits, où nous devons développer ou concevoir des produits ou revisiter le produit, nous devons utiliser cette approche. Alors, parlons un peu du parcours client, parce que c'est le parcours client qui nous permet d'avoir des innovations et comprendre le parcours client nous permet aussi de savoir comment concevoir un produit qui va réellement répondre aux besoins du client. Alors, le parcours client, souvent, certains les appellent Customer Journey, Client Journey. C'est l'ensemble au fait des étapes réelles ou potentielles par lesquelles les clients passent ou les usagers tout au long de ces relations avec une organisation. Alors, souvent, il prend la forme d'un parcours type qui débute d'abord par la formalisation d'un besoin jusqu'à l'utilisation ou à l'accès. Ici, nous donnons un exemple d'un parcours client, d'un persona ici qui représente l'ensemble d'un segment bien étudié lors de nos études du marché. Alors, ici, pour le parcours client, nous avons identifié 5 étapes. La première étape qui est l'étape où le persona n'a pas de notion sur les crédits digital. La deuxième étape où il a certaines notions sur le parcours, sur les crédits digital. La troisième étape qui est une étape de découverte. La quatrième où le persona commence à tester ou essayer les produits. Et enfin, la cinquième étape où le persona a maintenant un usage régulier du produit. Alors, nous remarquons que pour la première étape, c'est l'étape où le persona peut utiliser des services qui sont informels et alternatifs de crédit digital. Alors, la deuxième étape,
Le persona recherche des informations où il est informé soit par ses relations, ses campagnes marketing, des publicités ou par des connaissances ou des amis. Après, le persona va vouloir un peu connaître mieux et entrer en contact avec le prestataire des crédits digitaux. Une fois les clients s'est déjà enregistré, il va essayer. Et en essayant, il s'enregistre et il fait les tests. Il voit qu'il est éligible, par exemple, à un crédit avoisinant 5 $. Et il essaie de prendre le premier crédit. Après, le client devient beaucoup plus apte et commence à utiliser le produit. Mais pour le parcours client de notre personnel appelé Naomi, il y a un petit problème que nous appelons ici le goulot d'étranglement. C'est que après, quand notre persona est déjà un usager régulier, mais il a un problème parce qu'il crée les conséquences d'un impayé en raison de l'expérience de sa fille. Pourquoi donc sa fille a eu de mauvaises expériences en termes de services de recouvrement ou soit de pression lors de recouvrement de crédit. Alors, ici, nous voyons que c'est pour notre cas de persona Naomi. C'est ici où nous devons beaucoup plus apporter la solution et voir comment améliorer le parcours client de Naomi pour apporter une expérience beaucoup plus importante. Alors, ici, nous illustrons un peu une combinaison d'un parcours client avec les différents canaux digitaux. Alors, les institutions financières doivent normalement tenir compte de l'expérience client et du niveau de complexité des canaux qu'ils utilisent. Alors, cette catégorisation ici nous met ces deux éléments en contact. Alors, pour lancer un canal, une institution financière devra d'abord analyser les niveaux d'aisance et le parcours dans l'usage du canal. On peut prendre des exemples ici. Pour le premier cadran qui se trouve à gauche, nous remarquons qu'ici l'expérience client est encore très basique. Alors, pour ce genre de clients, il est conseillé aux institutions financières d'utiliser des canaux beaucoup plus simples et de messages beaucoup plus simples. Par exemple, si on utilise les SMS ou l'authentification client. Et donc, ici, les canaux sont tellement simples et basiques et vraiment adaptés à l'expérience et au parcours client. On peut prendre le deuxième exemple qui est le quatrième cadran qui se trouve beaucoup plus en haut à droite, où nous voyons que ici l'expérience client est beaucoup plus grande. Ici, on peut proposer des canaux beaucoup plus complexes parce que le client est déjà un usager régulier des services et il sait déjà les produits avec toutes ces caractéristiques. Alors, une fois toutes ces stratégies sont déjà optimisées, un regard doit être porté sur la culture client. Alors, parlons un peu de la culture client. La culture client ici désigne l'ensemble d'attitudes, de comportements du collaborateur reflétant soit une réelle préoccupation vraiment d'assurer la satisfaction des clients d'une manière ou d'une façon beaucoup plus durable. J'aime beaucoup cette célèbre phrase de Peter Drucker, qui est un professeur consultant en management d'entreprise, qui dit que la culture consomme la stratégie au petit déjeuner. Donc, on peut avoir bien développé des stratégies, on peut déjà avoir une bonne gestion des relations clients, de bons produits centrés sur le besoin des clients. On a effectué des analyses de satisfaction des clients, on a évalué les ressentis. Mais si la culture client n'est pas instaurée dans l'institution, cela va consommer la stratégie et elle va échouer. Alors, les différentes attitudes, les comportements des employés, tout cela doivent refléter vraiment un souci à satisfaire les clients. Alors, une institution financière doit chercher tout d'abord à offrir de l'émotion et aller au-delà des attentes des clients, à capter la perception des clients pour qu'elles puissent en déduire des plans stratégiques et managériaux. Enfin, elle doit placer les clients au centre de toutes les activités. Alors, pourquoi est-ce que la culture client est très importante? Premièrement,
parce qu'elle améliore la satisfaction des clients. En second lieu, pardon, elle aide à répondre aux attentes essentielles des clients. Et enfin, aide à avoir des connaissances métiers, des offres et des processus. Alors, pour favoriser la culture client, certains éléments doivent être pris en compte. Alors, parlons ici des différentes étapes pour favoriser la culture client. Alors, la première étape pour favoriser et diffuser la culture client, et je note ici que ces étapes ne sont pas vraiment que c'est la ligne linéaire qu'il faut suivre vraiment, mais nous avons un peu essayé de récolter avec notre expérience certaines étapes que nous avons pensé être utiles pour diffuser la culture client. Alors, la première étape, c'est l'adhésion de la direction. Alors ici, il est essentiel que la direction générale ait une volonté de faire l'expérience client l'axe stratégique et faire de la culture client une priorité. Alors, l'institution doit communiquer sur l'importance vraiment de l'expérience client, de l'impact des collaborateurs dans la réalisation de l'expérience client de qualité. Et ceci doit se caractériser soit par le fait de communiquer intensément avec les employés, soit donner les moyens aux collaborateurs et enfin revoir toute l'organisation. C'est pourquoi, par exemple, pour certaines institutions, nous avons maintenant des responsables de l'expérience client, des Chief Customer Experience Officers. La deuxième étape est celle de faire une photographie de la culture client. Ici, pour cette étape, le but, c'est vraiment de voir où en est l'institution avec l'orientation client. Donc, on peut le faire soit par des enquêtes terrain, des observations ou de la perception de la réalité du client ou lancer une étude Customer Orientation Score ou soit on fait aussi des achats ou des clients mystères dans d'autres institutions pour savoir pourquoi les clients fuient ou pour qu'est-ce qui s'est fait par le concurrent. La troisième étape ici, c'est d'écouter les collaborateurs, les employés. Ici, il faut noter que les employés sont vraiment les personnes qui sont en contact direct avec les clients. Donc, ils constituent un canal efficace et très bon pour faire arriver les ressentis des clients. La quatrième étape, c'est être le porte-parole des clients auprès des collaborateurs ou des employés. Alors ici, l'objectif, c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre d'employés les différents résultats, par exemple, de données de satisfaction client et avec comme objectif de régler l'insatisfaction éventuelle des clients et de communiquer les ressentis des clients au sein de l'institution. La cinquième, et la dernière étape est celle de faire la culture client l'ADN de l'institution. Ici, cela doit passer d'abord par un suivi des indicateurs de satisfaction vraiment très réguliers à tous les niveaux de l'entreprise. Souvent, beaucoup d'entreprises utilisent le baromètre sur le Net Promoter Score, qui est un outil utilisé pour mesurer la satisfaction des clients. Mais aussi, c'est de faire des animations régulières des collaborateurs afin de les rendre de moteurs de l'expérience client dans l'institution. Alors, la culture client ou la diffusion de la culture client n'est pas aussi aisée qu'on peut le dire parce qu'il y a des défis. Alors, partageons ici ensemble certains défis que nous avons choisis ici pour qu'une institution soit dite centrée client. Alors, le premier défi ici, c'est celui d'adapter son organisation. Alors, ce n'est pas seulement le parcours client qu'il faut visiter ou de bons produits, mais il est aussi important de revoir l'organisation. Comme je l'ai dit, insérer des nouvelles fonctions, vraiment des personnes chargées de l'expérience client, chargées de la gestion du client. Et ici, comme j'ai dit, dans certaines institutions, il y a maintenant les Chief Customer Officers
Mais aussi, il est important pour l'institution de voir comment matcher les objectifs marketing, les objectifs commerciaux, mais aussi ceux de gestion des clients. Voir comment, par exemple, les départements des opérations chargés de recouvrement des clients peuvent bien matcher avec les objectifs de gestion des relations clients. Le deuxième défi est celui de constituer la mémoire des clients. Ici, il faut savoir que vraiment, c'est faire l'idée de qui est notre client. Ce n'est pas facile parce que nous savons que nous récoltons une grande quantité de données qui sont vraiment hétérogènes et qu'il est important de gérer pour qu'il puisse vraiment constituer le persona clé que nous voulons, qui est notre client que nous devons servir. Et sans pour autant oublier que le client est trop changeant et ses comportements aussi. Troisième défi, c'est celui d'intégrer la dimension locale ou la dimension sociale. Alors, la dimension locale ici est très importante parce que c'est une source d'inspiration pour le marketing, la communication, les digitales, le commerce, mais aussi les opérations. Donc, il faut tenir compte des habitudes, les habitudes locales de la population et adapter le message selon l'endroit où on target les clients. Le quatrième défi est celui de tenir les promesses. Oui, parce que les institutions financières font beaucoup de promesses. Alors, une institution financière qui décide de placer les clients au centre de sa stratégie doit s'organiser pour toujours tenir ses promesses. Pourquoi? Parce que le client, quand il est en relation avec l'institution, il présente aussi certaines émotions. Et ici, par exemple, on fait ressortir 4 types de clients. Il y a d'abord un client qui est rationnel. Donc, ces clients-là qui se disent souvent que plus il est fidèle à l'institution financière, plus il doit être récompensé. Alors, l'institution doit penser comment le récompenser. Il y a le type de client qui est relationnel. Donc, il s'est dit que plus il est en relation avec l'institution financière, plus il est connu, plus il est reconnu. Et donc, il doit avoir des offres spécialement conçues pour lui. Et donc, quand il se dirige dans l'institution, il doit avoir l'impression qu'on le connaît déjà. Alors, l'institution doit mettre aussi des stratégies pour satisfaire ce genre de clients. Nous avons aussi les clients émotionnels. Ce type de client qui se dit que plus il est engagé dans l'institution, plus l'institution doit lui faire vivre des expériences qui sont uniques ou exceptionnelles. Donc, il doit être invité par exemple, à des activités, des fêtes annuelles de l'institution. Et enfin, nous avons un type de client qui est beaucoup plus aspirationnel. Donc, lui, il est beaucoup plus accro, entre guillemets, ou addict à l'institution. Donc, il se dit toujours, plus je suis en relation avec l'institution, quel bénéfice ultime l'institution financière m'apporte-t-elle? Alors, l'institution financière doit catégoriser ses clients et savoir comment tenir les promesses par rapport à ce type de clients. Enfin, c'est animer les relations clients. Nous savons ici que nous avons cette multiplicité de points de contact avec les clients. Alors, l'institution doit être capable d'animer tous ces points de contact pour donner une expérience vraiment inoubliable et satisfaisante à toute sa clientèle. Alors, si ces conseils sont mis en application, certes, les résultats vont suivre. Si la qualité est irréprochable, premièrement, l'expérience client est mémorable, deuxièmement, les clients donc n'hésiteront jamais à partager leurs expériences et enrôler d'autres clients parce qu'on sait qu'un client satisfait, c'est une charge de moins pour enrôler un autre client. Alors, voici quelques bénéfices qui sont partagés par la même institution sur les ressentis des clients ou les bénéfices après la centralité du client ou après s'être vraiment centré sur les besoins des clients. Alors, ces bénéfices ont été catégorisés en 3 grandes catégories. La première, c'est l'expérience client. La deuxième, la rétention client. Et une autre grande catégorie qui regroupe d'autres bénéfices. Ici, avec l'expérience client, nous avons observé, il s'est observé que
74% des utilisateurs d'un outil de gestion des relations clients ont déclaré avoir un meilleur accès aux données des clients. 76 de professionnels confirment que les clients sont beaucoup plus expérimentés qu'avant. Et 69% des clients se sentent beaucoup plus considérés et recommandent un produit. Et en ce qui concerne la rétention des clients, 66% d'augmentation de la satisfaction est due à la gestion des relations clients et 74% améliorent la performance de leurs services clients grâce au CRM. Et la fidélité des clients augmente de 30 à 50% si leur satisfaction est transformée en une bonne expérience. Enfin, nous voyons que 57% des institutions offrent une solution adaptée au comportement de chaque segment de clientèle. Et ceux qui adoptent toujours une stratégie omnicanale conservent en moyenne 89% de leurs clients, contre 33% pour les institutions qui n'ont pas adopté cette stratégie. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses, permettez-moi de m'entretenir un peu avec Madame Renate. Alors, bonjour Madame Renate, et je vous demanderai d'activer votre microphone. Et encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Renate, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Monsieur Ruki. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les participants. Je suis là. Voilà. Super. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Madame Renate, est-ce que pouvez-vous vous présenter et présenter aussi Finca dans une minute pour qu'on puisse avoir un peu une vue globale? Je suis Renate Piscilla. Je suis marketing CSAPO. Comme l'a dit la modératrice au début de webinaire chez Finca RDC. Je suis chez Finca depuis 13 ans maintenant, donc j'évolue dans le domaine de la formation, marketing et de la finance. Finca RDC, si je dois parler de mon institution, c'est une des filiales de Finca International qui se consacre plutôt à fournir des services financiers qui sont socialement responsables à des entrepreneurs à faible revenu et à leur communauté. Dans le monde, nous servons environ 2 millions de clients à travers 21 pays, bien sûr, compris la RDC. Et je dirais également que Finca RDC est un partenaire clé dans ses efforts à améliorer l'inclusion financière dans le pays. En tant qu'une première institution de microfinance, elle offre une gamme complète de services financiers pour les micro-entreprises et les PME. Partie d'une base de 5 000 clients sa première année, 2003, à ce jour, Finca compte plus de 360 000 clients fidèles. Et elle est pionnière dans le développement de l'accès aux services financiers dans les zones rurales et éloignées à travers un réseau de 21 agences appuyées par un très grand réseau de plus de 1600 agents bancaires dans le pays. Voilà, de façon un peu brève, c'est que est fait Finca RDC. Ok, merci beaucoup pour cette présentation, Madame Renate. Alors, on va parler un peu de Finca. On voulait savoir comment est-ce que Finca, en tant qu'une société, une institution de microfinance, positionne les clients au sein de ses activités. Quelle est la place que Finca accorde à sa clientèle? Je dirais que Finca place le client au centre de toutes ses activités, car elle ne cesse de mettre en œuvre tous ses moyens pour anticiper et répondre aux besoins du client à travers des produits et services adaptés. Elle offre également une gamme de services financiers qui sont à la fois pratiques, abordables et durables et qui répondent aux besoins du client. Et ces services partent des petits prêts jusqu'à des paiements biométriques ou électroniques.
des paiements par identification biométrique, je voudrais dire. Finca RDC promeut également l'inclusion financière à travers une grande campagne de formation en éducation financière qu'elle a lancée depuis quelques années déjà. Et tout récemment, elle vient de créer 2 produits d'assurance destinés à garantir le bien-être et la sécurité des clients et ainsi anticiper les risques auxquels ce dernier est exposé. Notons quand même que l'engagement de Finca auprès de ses clients découle de sa mission, qui n'est rien d'autre que de pouvoir réduire la pauvreté grâce à des solutions qui permettent aux gens d'accumuler des richesses durables, de créer des emplois et ainsi améliorer leur niveau de vie. Je pourrais achever ce paragraphe en disant que notre promesse aux clients se résume dans 3 axes, à pouvoir leur offrir des services bancaires qui sont responsables, avec chaleur et confiance pour ainsi créer ensemble un avenir meilleur. Voilà, de façon vraiment très succincte, une carrière de ces éditions de clients au sein de ces activités. D'accord, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié servir les clients avec chaleur et confiance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de manière beaucoup plus brève euh, comment est-ce que vous placez les clients dans la conception ou le développement de produits et des services financiers dans l'écosystème congolais? Parce que nous savons qu'au Congo, avec une population avoisinant presque 100 millions d'habitants, il y a vraiment de quoi avoir beaucoup de challenges à faire cette conception ou le développement de produits. Alors, pour ce qui est des FINCA, comment est-ce que vous procédez pour cet exercice lors de l'innovation de nouveaux produits? Avant de pouvoir aller directement dans la question, j'aimerais quand même insister sur quelque chose, c'est que le client chez Finca reste et demeure au centre de toute démarche que l'institution mène. Et pour ça, le client occupe une place de choix, car c'est en fonction de son besoin que nous mettons en place des produits et des services adaptés. Déjà, dans la phase de la génération des idées, nous menons des enquêtes de satisfaction pour comprendre et analyser le besoin du client pour enfin améliorer d'abord la qualité de l'offre et aussi innover. Comme je l'ai dit, que Finca a été la toute première institution de microfinance, donc elle nécessite d'innover pour satisfaire ses clients. Également dans le développement, dans le concept du produit, nous tenons également compte des avis et préoccupations de nos clients. Nous évoluons avec tel que vous avez décrit le processus de la conception d'un produit dans le prototypage jusqu'au niveau de la validation du test. On fait passer cela auprès de nos clients pour savoir si le produit que nous voulons mettre à leur disposition répond également aux besoins et à leurs attentes. Voilà, c'est un peu ça, de la façon à laquelle nous procédons plutôt. Ok, merci beaucoup. Parlons maintenant de COVID-19. Ça fait au moins 6 mois que cette pandémie a englouti le monde. Mais nous savons qu'avec cette pandémie, aucune institution financière n'a été épargnée. Et parmi les impacts, il y a eu la réduction des contacts avec la clientèle, la diminution du portefeuille crédit, la diminution des niveaux d'épargne. Alors, notre curiosité porte sur le fait de savoir quelles sont les approches que Finca a développées ou à utiliser pour rester en contact avec sa clientèle pendant cette période de Covid? Je dirais que même avant la crise de la COVID-19, en RDC déjà, la majorité de la population est financièrement exclue, et cela beaucoup plus les femmes et les jeunes. Et particulièrement chez Finca, sous cette crise sanitaire, nos transactions digitales ont connu quand même une croissance de plus de 30%. Et cela démontre qu'on a favorisé une bonne inclusion financière.
En termes des approches, Finca RDC s'est appuyé sur sa stratégie de digitalisation Finca 2.0 pour continuer à servir les clients même pendant cette période de crise sanitaire. Et il faudrait préciser que cette digitalisation touche tant les processus, les produits ainsi que les canaux de distribution. Pour cela, l'institution a mis en place 2 solutions mobiles, Click et Finca Mobile, qui facilitent et continuent à faciliter les transactions avec les clients, même à distance pendant la période de la grande crise de la COVID-19. Ces solutions mobiles sont accessibles soit par application téléchargeable sur Google Play ou App Store et via un numéro pour étoile 455 dièse. Mais si je voudrais présenter quelques avantages que a offert ces solutions mobiles pour garder le contact avec les clients pendant des instants de crise, avec ces solutions mobiles, le client a la possibilité d'ouvrir son compte à distance. Il peut faire un transfert d'argent via n'importe quel numéro de téléphone en RDC. Le client fait ses dépôts et retraits auprès de nos agents bancaires. Il a aussi la facilité de faire un transfert de compte à compte. Et à partir de cette opération, ça a même facilité le remboursement des prêts à distance. Et le client a aussi la possibilité de faire du bank to wallet ou du wallet to bank. Ça veut dire qu'il a la possibilité de transférer son argent vers un compte Finca, vers un compte mobile money ou vice-versa. Et avec ces 2 solutions, le client peut acheter ce crédit téléphonique à la maison, donc sans pour autant se déplacer. Il peut faire des paiements tels que des abonnements télévision ou même payer des frais scolaires pour les écoles qui sont agréées chez nous. Et voilà même que ça donne l'opportunité d'avoir accès au crédit instantané. Voilà, de façon un peu résumée, avec ces solutions mobiles orientées clients, Finca a donné la possibilité à tout le monde d'accéder aux services financiers en RDC. Voilà. Merci beaucoup pour ces approches que je trouve vraiment très intéressantes pour rester en contact avec sa clientèle. Alors, j'aimerais savoir quels sont les grands défis, vraiment les grands défis que vous rencontrez dans la gestion quotidienne des clients Finca RDC. Ce qui est vrai, gérer les clients, ce n'est pas facile. Il y a toujours des défis que nous essayons de relever au quotidien. Le plus grand défi, ou je dirais l'un des plus grands, c'est que les clients attendent de nous la même expérience ou même plus que celle proposée par la concurrence. Également, ils attendent que nous puissions aussi réagir rapidement en cas de problème posé. Une fois de plus, j'ai vu que vous avez parlé de pouvoir tenir nos promesses parce qu'il est bien et bon de dire une chose, mais il faut tenir cette promesse pour satisfaire le client et aussi aboutir à le fidéliser. Ils attendent également que nous puissions apporter des services qu'ils attendent au moment où ils les attendent. Et également, de façon globale, ils souhaitent bénéficier des contenus assez pertinents à forte valeur ajoutée, avec une expérience cohérente et transparente qui tient compte à la fois des transactions qui sont effectuées via nos canaux digitaux, auprès de nos agents bancaires ou encore en agence. Et pour ce résumé, je dirais que le grand défi, c'est de pouvoir améliorer constamment l'expérience client afin de fidéliser les clients existants, ceux avec qui nous évoluons, et attirer d'autres. Voilà, c'est un peu ça les grands défis que nous rencontrons dans la gestion quotidienne des clients chez Finca RDC. Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien soulevé, la gestion des clients n'est pas aussi facile. Alors, de façon corollaire, j'aimerais savoir quels sont les différents canaux ou les mécanismes de réception et de résolution des plaintes des clients que Finca a mis en place pour que, en fait, rien ne puisse lui échapper quand au retour ou au niveau des satisfactions des clients.
Finca RDC reste toujours à l'écoute de ses clients. Pourquoi? Pour mieux les comprendre et répondre à leurs préoccupations. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disposons de plusieurs canaux ou mécanismes de réception et gestion des plaintes qui passent évidemment par un système CRM efficace qui permet de donner un feedback dans un bref délai à une plainte telle que le recommande l'instruction 39 de la Banque centrale du Congo. Et ce système gère des informations non financières qui nous permettent de rendre une expérience client personnalisée. On pourra retrouver des informations comme le numéro de téléphone, le produit que le client utilise, le numéro de compte, le nombre de jours de retard en cas d'arriéré et l'agence à laquelle le client est affilié. Et pour revenir sur les différents canaux et mécanismes, nous disposons d'un call center qui fonctionne sur le 2/3 de la journée. Et les clients peuvent nous appeler directement pour présenter leurs préoccupations et plaintes. Ils peuvent également, à partir de ce même numéro, que nous communiquons toujours sur tous nos supports de communication, de publicité, nous faire aussi un SMS, pourquoi pas. Ils peuvent nous joindre par mail. On a un mail qui est disposé à recevoir les avis, plaintes et préoccupations des clients. Par notre site web aussi et les différents médias sociaux dans lesquels nous évoluons. Et également via notre réseau d'agents bancaires qui, en ce moment-là, si c'est une plainte que l'agent ne peut pas gérer, il redirige la plainte vers l'institution afin qu'elle soit intégrée dans le processus formel de traitement. Et également par le canal des différentes boîtes à suggestions plutôt que nous avons placées dans nos agences. Et je dirais que ces boîtes à suggestions sont spécialement gérées par notre département de contrôle interne pour en assurer ou pour raison de conformité. Et également, pourquoi pas, par le contact direct avec un staff Finca dans une agence. Et voilà un peu les différents canaux et mécanismes. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose en disant que notre CRM fonctionne en in-bank et en out-bank. Donc, on utilise en in-bank pour peut-être gérer les plaintes et répondre aux demandes d'information des clients. Et en out-bank plutôt, on fait la vente à distance. On offre à nos clients des services et valeurs à valeur ajoutée. Et pour une bonne prise en charge, je pense que une bonne prise en charge des préoccupations des clients, je pense qu'il est quand même important pour une institution de traiter les plaintes par le biais de plusieurs canaux. Et cela se fait en fonction de l'urgence et de la complexité de la plainte. Et Finca se rallie au délai standard de traitement d'une plainte qui va de 1 à 14 jours maximum. Voilà comment est-ce que Finca gère les plaintes et préoccupations des clients. Voilà. Ok, merci beaucoup, Madame Renate. Alors, nous sommes un peu arrivés à la fin de notre entretien, mais Madame Renate, ne partez pas loin, restez là parce que je vais passer la parole à ma collègue Kate pour une séance de questions-réponses où on va donner beaucoup plus de détails sur certaines questions. Alors, Kate, vous avez la parole. Merci Rocky, merci Renate pour ce brillant exposé, ces brillantes réponses. Nous donnons maintenant la parole aux participants. La première question est la suivante. Nous avons besoin d'en savoir plus sur l'approche MI4ID. En quoi consiste-t-elle et comment est-ce que concrètement les institutions de microfinance peuvent mettre en application cette approche en vue de découvrir les besoins des clients, penser la stratégie et concevoir le produit type adapté aux clients? L'approche marche-t-elle à la fois sur les clients actuels et potentiels? Comment s'y prendre?
Donc, en résumé, je passe cette question à Abdul, qui aura la lourde tâche de nous expliquer un peu ce que c'est que l'approche MI4ID de Microsoft Consulting. Merci beaucoup, Kate, pour cette question. Je dirais beaucoup plus que pour être très précis dans ma réponse, pour une institution, elle ne peut pas être considérée comme une approche, mais comme un outil. Pour nous, nous l'utilisons comme un style de vie ou une approche. Alors, le MI4ID n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment totalement différente des autres approches de design thinking. Et donc, peut-être vouloir la différencier des autres, c'est comme un peu différencier les thés ou avec les cafés. Mais sa particularité se trouve beaucoup plus dans l'approche d'innovation et l'intégration du client dès les étapes basiques d'élaboration de la solution, que beaucoup appellent la stratégie de co-création. Donc, on crée le produit ou la solution avec les clients. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette approche où on dit que concevoir pour les clients, sans les clients, c'est concevoir pour l'échec. Alors, nous avons remarqué que pour beaucoup d'institutions, ils conçoivent des produits sans tenir compte de besoins des clients. Pourquoi? Parce que seulement leur innovation est tirée par la concurrence ou ce qui se passe sur les marchés. Mais pour nous, il est beaucoup plus important, bien que l'innovation est importante, bien que la digitalisation soit importante, mais pour les clients spécifiques de telles institutions, quelle est la solution à adapter? Et beaucoup plus, c'est tester les prototypes avec les clients, mais nous autres, on commence bien avant. On commence même bien avant avec l'identification déjà du problème. Faire le parcours client déjà avec les clients. Et on comprend déjà avec les clients. C'est ce que je peux dire pour une institution. Alors, savoir comment est-ce que l'institution peut mettre en place cette approche, non, mais peut-être comment l'institution peut utiliser cette approche pour concevoir des produits. Alors, comme je l'ai dit, c'est partir de ces trois étapes essentielles. Donc, comprendre d'abord le problème des clients et les circonscrire dans un environnement bien spécifique. Et deuxièmement, faire un parcours client beaucoup plus élargi et compréhensible, là où on peut identifier quels sont les boulots d'étranglement, quels sont les points de douleur, comme on les appelle, dans les processus d'adoption ou d'utilisation du produit ou de fidélisation du client. Et c'est par là qu'on peut maintenant utiliser l'innovation. Comment est-ce que maintenant on peut concevoir un produit innovant, mais qui répond exactement à la demande de la clientèle ou de tels segments bien spécifiques? Je pense que j'ai donné certains éléments à cette question. D'accord. Dans tous les cas, je rappelle que les participants peuvent toujours nous envoyer des emails pour plus d'informations concernant cette session et pour plus de clarté s'ils ne sont pas, s'ils ont plus de questions. Je passe à la question suivante. Toujours pour toi, Rocky, Abdul, on parlait tout à l'heure de MI4ID et cette question est liée à cela. Une approche itérative suppose que le produit en lui-même, pour rester centré sur l'utilisateur, doit évoluer avec ce dernier. Comment l'approche MI4ID compte-t-il ce vide? Merci beaucoup, Kate, pour cette question. Ça me rappelle une conversation que j'avais avec un CEO d'une banque de la place ici au Sénégal, qui me disait que actuellement, avec la digitalisation, je ne considère plus mes concurrents directs, les institutions qui offrent les mêmes produits que moi, mais c'est comme si c'est la technologie qui est devenue le concurrent direct. Alors ici, nous devons savoir que oui, l'environnement est en train d'évoluer rapidement, les comportements des clients sont en train aussi d'évoluer rapidement. C'est pourquoi Microsoft encourage toujours les institutions à revoir
leurs produits. C'est ce qu'on appelle la réingénierie des produits. Faire des analyses de satisfaction régulières pour voir est-ce que le produit répond toujours aux besoins des clients. Je pense que actuellement, les besoins des clients il y a 5 ans sur les services financiers et aujourd'hui ont tellement évolué. Alors, un produit qui a connu beaucoup de succès il y a 5 ans, je doute fort qu'aujourd'hui, il continue toujours à avoir le même succès. C'est pourquoi les institutions doivent beaucoup plus se rapprocher, mais au fait faire aussi l'analyse des tendances des transactions sur tel ou un autre produit. Et là, on peut voir pour tel produit, nous sommes à quelle étape? Est-ce que le produit a atteint sa maturité? Est-ce que le produit n'est plus utilisé? Est-ce qu'on peut voir comment rendre beaucoup plus digital ou rénover encore le produit? Voilà ce que moi je peux donner comme élément sur cette question, Kate. Merci. La prochaine question est pour Monsieur Seka, que nous avons malheureusement oublié de mentionner dès le départ. Monsieur Seka, bonjour. Bonjour Kate, bonjour à tout le monde. Donc, la question est la suivante. Doit-on parler des points de douleur au niveau du parcours client? Merci Kate. Je voulais d'abord répondre à cette question en définissant en fait le parcours client. Le parcours client est perçu comme une cartographie de tout ce qu'un client vit dans son processus de relation avec une entreprise. Et dans tout ce parcours-là, il y a des moments où le client a un mal-être, où il ne se sent pas à l'aise, où il a des contraintes, où il a des plaintes. Et ce sont ces différentes contraintes, ces plaintes ou ces mécontentements qui sont considérés comme des points de douleur au niveau du parcours client. Donc oui, on peut parler de points de douleur au niveau du parcours client. Merci, parfait. La question suivante est pour Madame Renate. Alors, un de nos participants nous dit que le premier contact est crucial. Quelle est la stratégie de prospection et de démarche client chez Finca? Le premier contact étant crucial, quelle est la stratégie de prospection et de démarche client chez Finca? Pour Madame Renate. Merci beaucoup pour la question, Kate. Je pense que je pourrais donner une réponse qui va donner la genèse de comment est-ce que Finca a évolué dans la prospection des clients. Au fait, au début, quand Finca s'est implanté en RDC, elle prospectait ses clients de bouche à oreille, en fait. Donc, il y a un client qui expérimentait les produits et les services de Finca qui en parlait à un autre. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à atteindre un niveau de créer toute une équipe marketing qui travaille sur une communication institutionnelle qu'on expose via différents canaux pour atteindre nos clients et aussi les sensibiliser. Mais quand même, je pense que l'expérience client reste quand même la démarche la plus sensible parce que, comme vous l'avez dit, le premier contact est crucial. La première impression que vous donnez au client, c'est celle qu'elle retient en fait. Donc, nous faisons de notre mieux pour qu'au niveau de l'institution, que tout le monde ou tout staff Finca puisse avoir un certain niveau de service à la clientèle, que ce soit à l'extérieur de nos bureaux ou dans nos agences ou même au niveau de nos agents bancaires qui nous représentent valablement. Nous faisons en sorte que le premier contact que nous puissions donner ou répondre aux préoccupations du client, pardon, du prospect plutôt pour l'appeler à utiliser nos produits et services et également l'emmener à être fidèle à nous et pourquoi pas nous recommander auprès des autres. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que nous abordons le premier contact avec les clients. Merci Renate. Vous gardez le micro. J'ai une autre question pour vous. Comment Finca mesure-t-elle la satisfaction de ses clients?
En termes de mesures de satisfaction, nous avons un outil efficace que nous utilisons. Je dirais le Customer Satisfaction Index. En français, on dirait indice de satisfaction des clients. Cet outil nous permet de mesurer la satisfaction des clients au niveau du produit, du service, des canaux, des canaux digitaux et même au niveau du prix. Et cette étude, c'est une grande étude que nous mettons en place toutes les deux années. Mais en dehors de ça, nous avons quand même des mini-études qu'on appelle Pulse Survey que nous tenons pratiquement tous les trimestres. Ça nous permet d'évoluer avec les clients, de comprendre ses attentes et améliorer au fur et à mesure la qualité de nos offres. Ce sont ces outils-là que nous utilisons pour évaluer ou mesurer la satisfaction de nos clients. Merci Renate. Question suivante pour M. Seka. Le menu USSD n'est-il pas très complexe pour ceux qui sont illettrés et surtout si nous avons plusieurs services? Effectivement, on peut considérer que voir un client en train de taper dièse 122, dièse 133 avec menu 1, 2, 3, alors qu'il ne sait ni lire, peut-être pas écrire, peut être complexe. C'est pour ça que il y a des applications aujourd'hui qui existent, mais dans un souci de vraiment étendre les services à toute la population, sachant que les applications ne marchent que sur les smartphones, il est préconisé d'avoir des services via des téléphones, j'allais dire, basiques de première génération qui ne fonctionnent qu'avec le USSD. Il y a aussi des technologies voice qui existent et bien d'autres technologies qui sont mises en place. Mais dans ce cas-là, en fait, pour pouvoir toucher une population plus large, il est demandé aux institutions de mettre en place des techniques de littératie, de numératie financière, d'alphabétisation financière et d'éducation financière, qui sont des termes qui permettent déjà aux clients de comprendre les chiffres qu'il va utiliser pour exécuter de comprendre les codes qu'il va mettre en place pour exécuter ces transactions et de pouvoir au moins comprendre les différents services auxquels il a accès. Et pour nous, c'est des étapes qui sont indispensables dans le processus de mise en place d'un produit ou d'un service digital. Il ne s'agit pas de créer ou de concevoir un produit pour une population donnée sans s'assurer que cette population peut s'accaparer ce produit ou ce service-là. Pour pouvoir s'accaparer ce produit ou ce service, il faut que cette population sache comment l'utiliser, d'où l'intégration de stratégies d'éducation financière pour que ces personnes-là soient à l'aise avec les produits qu'ils utiliseront. Merci. Merci, M. Seka. Question suivante pour M. Roki Abdul. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les smart data? Avec quel dispositif transformer des données brutes en données interprétables à même de faciliter la définition des stratégies et la prise de décision? Avec quel dispositif transformer des données brutes en données interprétables à même de faciliter la définition des stratégies et la prise de décision? Merci Kate pour la question. Là, nous sommes maintenant dans les domaines informatiques. Alors, il y a actuellement des systèmes d'analyse prédictive qui utilisent l'intelligence artificielle, qui sont des logiciels qui sont utilisés pour en sorte d'entonnoir pour permettre à ce que les institutions puissent un peu filtrer les données hétérogènes d'une institution et en des données beaucoup plus interprétables parce que, par exemple, telle personne retire chaque jour à 17 heures tel montant. Bon, en tant que tel, il n'y a pas une information. Mais si on commence à dire que 50% ou 70% de nos clients
retire 50 $ chaque samedi à tel distributeur, moi, je pense que la donnée vient de changer. En fait, ça donne beaucoup plus une idée sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette information qui est déjà autant transformée. Alors, donc, pour être simple, sans pour autant être plus simpliste, c'est dire qu'il y a des logiciels, il y a des systèmes informatiques qui utilisent l'intelligence artificielle, qui sont dotés de ces capacités pour donner des synthèses ou des données synthétisées qui sont beaucoup plus utilisables. Merci Abdul. Question suivante. Nous sommes très heureux que vous nous posiez autant de questions. Cela montre bien l'intérêt que vous avez pour cette session. Donc, la prochaine question pour Madame Renate. Comment Finca parvient-elle à gérer des clients difficiles, dits difficiles ou insatisfaits? Merci beaucoup, Kate. Je pense que les clients difficiles, insatisfaits, je ne voudrais pas trop m'atteler sur ça, mais difficiles, ça ne manque pas. Mais je voudrais dire que chez Finca, nous avons des valeurs qui se résument en inspires, mais il y a la troisième lettre de ce mot, en fait, qui représente une devise, si je pourrais le dire ainsi, servir au-delà de soi. Je pense que quelle que soit la complexité du problème du client ou son caractère, si vraiment on offre des services qui vont au-delà de soi, on peut arriver à le convaincre et à le satisfaire. Donc, ça arrive, mais si je m'appuie sur cette devise-là, je pense qu'en donnant le meilleur de nous, nous arrivons toujours à trouver un terrain d'entente et ainsi satisfaire nos clients. Voilà, c'est un peu ça. Merci Renate. On continue avec les clients. Pardon, on parle de clients, donc je parle de clients aussi. La question suivante. Comment faire si le client n'est pas rentable? Est-ce que je pose cette question à Monsieur Seka? Qui veut prendre cette question? Comment faire si le client n'est pas rentable? Ok, Kate, je peux commencer et puis Seka pourra compléter. Alors, peut-être la bonne question, c'est comment faire des clients qui n'est pas rentable à quel stade? Parce qu'en fait, comme nous l'avons vu à la slide qui portait sur la valeur du client et les cycles du client, il ne faut pas dissocier les deux si on veut vraiment parler de la rentabilité du client. Alors, c'est sûr et certain que au début, quand le client est encore bon, donc quand la personne est encore considérée comme prospect, c'est sûr que le client il n'est pas rentable parce qu'on engage des coûts pour gagner la personne pour qu'elle soit transformée en client. Alors, à ce niveau, l'institution est prête à dépenser dans l'attente des revenus futurs. Alors, au fur et à mesure que les clients commencent son voyage dans l'institution, la courbe de revenus commence aussi à monter vers la courbe de charge. Alors, c'est pourquoi on a parlé de point mort. Le point mort, c'est à ce moment-là où on remarque que le charge totale encouru pour gérer, embarquer les clients, les servir, sont maintenant égales aux revenus qu'on gagne de ces clients. À partir de ce moment, les clients commencent à être rentables. Mais qu'en est-il si les clients maintenant, après une période de fidélisation, une période d'utilisation accrue des services ne devient plus rentable? Il ne devient plus rentable quand les clients ne prend plus en compte, ne fait pas plus, par exemple, de dépôt, ne fait plus de retrait, il n'utilise pas les services de l'institution. Alors, souvent, il y a des stratégies utilisées par les institutions qui sont des stratégies de relance
on essaie encore de voir si le client peut être relancé et puis qu'il peut être encore réembarqué dans le voyage. Ou si cela n'est pas possible, voilà où on en arrive avec les clients inactifs, les comptes dormants, et on ne sait plus encore quoi faire avec les clients. On doit se concentrer sur de nouveaux clients. Voilà ce que je peux dire. Je voulais ajouter quelque chose sur ce point-là. Comme Rocky l'a indiqué tout à l'heure, le plus important, c'est de suivre son client pour pouvoir intervenir au moment où celui-ci marque une sorte de désintérêt par rapport au produit de l'institution. À partir du moment où on crée des produits, c'est pour pouvoir équiper l'ensemble des clients de ces produits-là. Les produits, bien entendu, qui répondent à un besoin de ces clients-là. Donc, il faut arriver à travers le suivi de ces clients-là. Si on a vraiment mis en place une approche centrée client, on devrait identifier les attentes de ces clients-là et pouvoir leur pousser les produits auxquels ils ont, j'allais dire, les produits qu'ils attendent, trouver les techniques pour pouvoir leur proposer ces produits-là au moment où ils attendent à ça, où ils s'attendent à ça, pardon, et pouvoir le leur délivrer vraiment en date et en heure. Je vais donner un exemple très précis. Un client, pour la rentrée scolaire, demande un crédit. Il dépose son dossier de crédit en septembre. Il a la réponse en novembre, alors que la rentrée scolaire est pour fin septembre. À partir de ce moment-là, le produit ne l'intéresse plus et en cours de chemin, il peut venir dire, ça ne m'intéresse plus votre dossier de crédit, laissez tomber. Et ce client va se contenter, par exemple, de faire que des dépôts et retraits. À partir de ce moment, les revenus que l'institution financière aura seront que les frais de tenue de compte ou les intérêts liés au décalage entre les dates de valeur et autres. Donc, c'est ces différents éléments-là, en fait, qui permettent de maintenir un client actif et de pouvoir lui proposer des produits et services de sorte à le rendre rentable. Donc, c'est justement la gestion clientèle ou la centralité de client qui va permettre d'identifier les besoins de ce client et de lui proposer les services qui vont faire qu'il passera rentable. Merci, parfait. Nous tendons très rapidement vers la fin. Nous allons prendre deux dernières questions. Je rassure tous nos participants euh, qui n'ont malheureusement pas pu avoir de réponse à nos questions, que vous aurez les réponses à ces questions-là par mail avec l'enregistrement de la session. Donc, les deux dernières questions que nous apprenons, que je m'apprête à prendre maintenant. Se basant sur la thématique du jour, puis-je affirmer que le client est à la base du développement? Ici, nous parlons de nouveaux produits, des IMF. Le contraire est-il aussi vrai? C'est-à-dire, le client est-il aussi à la base de la suppression de produits dans une IMF? La question est adressée à M. Seka. Ok, globalement, je dirais oui. Pourquoi? Parce que pour déjà se différencier du marché, les institutions de microfinance doivent concevoir des produits et services qui se distinguent des autres. Ça, c'est un premier point, mais aussi qui répondent à des besoins de leur cible. Donc, c'est par rapport à la cible qu'ils ont identifiée lors de l'élaboration de leur business plan ou de leur business model qu'ils vont définir le type de produit ou service qu'ils vont mettre en place. Donc oui, le client permet de définir ou de créer de nouveaux produits. Plus le marché donnera des indications à l'institution financière sur la réticence ou les difficultés que les clients ont par rapport à un type de produit, moins les institutions financières devraient aller vers ces produits-là. Mais également, il y a l'environnement dans lequel
l'institution financière va évoluer. Si vous voulez mettre en place des produits qui sont hautement technologiques, alors que l'environnement ne s'y prête pas, ça ne sert à rien d'aller créer un produit, même s'il répondrait aux besoins des clients de ce type, parce que dans leur expérience client, ces clients-là risquent d'être découragés parce que peut-être il y a des problèmes de connectivité et vous aurez l'effet contraire. Donc, lorsque vous avez mis en place des produits qui ne marchent pas, il faut naturellement soit transformer ces produits-là ou les sortir de vos lignes de produits. Il ne faut pas hésiter en fait à sortir un produit qui ne marche pas, mais continuer à entretenir les clients pour pouvoir proposer le meilleur service possible. D'accord, merci, Monsieur Sheka. Nous terminons avec Madame Renate. Alors, la question qu'on va lui poser, c'est la suivante. Quel conseil pouvez-vous donner à une IMF qui aimerait intégrer pleinement l'orientation client dans sa stratégie d'affaires? Merci beaucoup, Kate, pour la question. Donc, comme tu l'as annoncé, nous tendons déjà vers la fin là. Et avant d'aller dans les conseils, je vais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe de Microsoft Consulting pour l'opportunité offerte à FinCRDC de pouvoir partager son expérience dans la gestion de clients cette journée qui tombe vraiment à pic dans une célébration mondiale de l'expérience client. Et voilà, je pense que c'est une première, peut-être, et ça ne sera pas une dernière opportunité de Finca de pouvoir partager son expérience dans d'autres domaines. Revenons sur les conseils aux institutions de microfinance. Je dirais que toute institution doit rester à l'écoute des clients afin de mieux les connaître et qui va orienter l'approche du service même, donc pour mieux les servir. Et nous devons, j'inclus Finca dedans, mettre les clients au centre de toutes nos activités, tout en considérant leurs avis et attentes. Et de temps à autre, évaluer la satisfaction des clients telle que nous venons de le décrire dans nos interventions, afin de réajuster la qualité du service et améliorer nos différentes offres. Et également, pour vraiment atterrir, je conseillerais à nos institutions de microfinance de développer des produits et des services qui anticipent les besoins et les attentes des clients. Car pour moi, je dirais que la satisfaction de ces derniers, qui sont bien sûr nos clients, reste un objectif central pour nos institutions. Merci. Merci beaucoup, Madame Renate, d'avoir pris part à cette session de webinaire. Merci à tous nos participants. Je rappelle que l'enregistrement de la session vous sera envoyé au plus tard demain, ainsi que les réponses aux questions qui n'ont pas été touchées cet après-midi. Nous tenons encore à vous remercier et vous informer que nous avons une prochaine formation, la formation réussir sa transformation digitale. Vous aurez plus d'informations dans les mails que nous vous enverrons. Merci beaucoup à tous et excellent après-midi. Merci. Merci.